dans le podcast Causer AMP Macnic qui vous ouvre les portes du Centre d'aide médicale à la procréation de Martinique. Gynécologues, biologistes, sages-femmes, nous donnons la parole à ceux qui vous accompagnent chaque jour, derrière la technique, des visages, des métiers et des réponses à vos questions. Comprendre le parcours, lever les tabous et avancer ensemble. Ici, chez nous, un voyage au cœur de la transmission. Dans l'épisode numéro 23, nous parlons de la micronutrition en tant que soin de support dans l'aide médicale à la procréation. Nous recevons Isabelle Rousseau-Yokessa, sage-femme AMP et aussi spécialisée en micronutrition. Isabelle, est-ce que tu peux nous raconter comment la micronutrition a croisé ta route avec l'aide médicale à la procréation? Qu'est-ce qui, dans le parcours de tes patientes, t'a fait dire qu'il y avait vraiment quelque chose à accompagner de ce côté-là? Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité pour cet épisode consacré à la micronutrition et à l'assistance médicale à la procréation. Alors déjà, la micronutrition, c'est une approche qui s'intéresse vraiment au fonctionnement du corps à travers l'alimentation, les vitamines, les minéraux, les acides gras, le microbiote, bref, tout ce dont nos cellules ont besoin pour bien fonctionner. Et quand on travaille autour de la fertilité, on se rend vite compte que cette question-là est essentielle. J'ai passé mon diplôme universitaire de micronutrition en 2018. À cette époque, je pratiquais déjà l'acupuncture depuis plusieurs années, notamment auprès de patientes en parcours d'assistance médicale à la procréation. Et très naturellement, la micronutrition est venue compléter cette pratique. Parce qu'en acupuncture, on travaille beaucoup sur l'équilibre global, les émotions, l'énergie, le fonctionnement du corps. Et en micronutrition, on vient soutenir ce terrain de manière beaucoup plus biologique et nutritionnelle. En micronutrition, on parle énormément d'alimentation santé, d'alimentation anti-inflammatoire, antioxydante, et aujourd'hui, il est assez évident que ce qu'on mange a un impact direct sur notre fertilité. La qualité des ovocytes, la qualité spermatique, l'inflammation, l'équilibre hormonal, l'énergie du corps. Tout ça est lié aussi à la manière dont nos cellules sont nourries. Et puis, la micronutrition travaille beaucoup sur les carences. Or, dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, on rencontre très souvent des patientes épuisées, stressées, avec des déficits en fer, en vitamine D, en oméga 3, parfois des troubles digestifs, un sommeil perturbé. Donc, finalement, pour moi, la question ne s'est même pas vraiment posée. Il était assez évident que la micronutrition pouvait devenir un vrai atout dans l'accompagnement des femmes et des couples que je suivais déjà en acupuncture. Et ce que j'aime particulièrement dans cette approche, c'est qu'elle permet souvent aux patientes de redevenir actrices de leur parcours. Parce qu'en assistance médicale à la procréation, on peut parfois avoir la sensation que tout dépend uniquement des traitements ou des résultats médicaux. Alors qu'avec la micronutrition, on redonne aussi une place à des choses très concrètes du quotidien. Le sommeil, l'alimentation, l'énergie, la digestion, le mode de vie. Pas dans une logique de culpabilisation, au contraire, mais plutôt dans l'idée de soutenir le corps au mieux pendant une période qui lui demande énormément. Merci Isabelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on consulte en micronutrition pendant un parcours AMP? Est-ce qu'on vient pour booster sa fertilité, pour préparer le corps, pour mieux supporter les traitements? Et est-ce que c'est déjà utile si on pense avoir une alimentation équilibrée? Concrètement, quand un couple vient consulter en micronutrition pendant un parcours d'assistance médicale à la procréation, l'objectif n'est pas simplement de manger plus sain ou de prendre quelques vitamines au hasard. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le corps de la personne dans sa globalité pour voir ce qui pourrait être optimisé avant ou pendant le parcours. Et ça commence toujours par un bilan très complet. En effet, avant la consultation, je fais remplir 2 questionnaires en ligne. Un questionnaire médical de santé et un questionnaire beaucoup plus détaillé sur l'alimentation et le mode de vie. Et honnêtement, ces questionnaires apportent énormément d'informations.
Parce qu'en micronutrition, on ne regarde pas uniquement ce qu'on mange. On s'intéresse aussi à la digestion, au sommeil, au stress, à l'énergie, au fringales, à la fatigue après les repas, aux troubles digestifs, au poids, à l'inflammation. À partir de là, on identifie ce qu'on appelle différents profils micronutritionnels. Par exemple, le profil digestif, le profil du stress, le profil antioxydant, le profil inflammatoire, le profil métabolique, ou encore des troubles autour de la communication cellulaire et hormonale. Et en fonction de ce qui ressort, on va mettre en place une vraie stratégie personnalisée. Parfois, cela passe simplement par des ajustements alimentaires très ciblés. D'autres fois, je vais demander des prises de sang pour rechercher certaines carences, plus précisément vitamine D, fer, oméga 3, vitamines du groupe B, insuline, inflammation. Et ensuite, si besoin, on peut proposer une supplémentation avec des compléments alimentaires adaptés. Bien sûr, idéalement, beaucoup de carences peuvent être corrigées grâce à l'alimentation. Mais dans le contexte de l'assistance médicale à la procréation, on travaille souvent avec un timing assez court. Donc, les compléments permettent parfois d'agir plus rapidement pour soutenir le corps avec un protocole ou un transfert. Et ce qui est important aussi, c'est que même les couples qui ont déjà une alimentation équilibrée peuvent avoir intérêt à consulter. Parce qu'une alimentation équilibrée, ce n'est pas forcément une alimentation adaptée au profil de la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément en consultation. Par exemple, ici, en Martinique, beaucoup de patientes présentent ce qu'on appelle un profil métabolique, avec une prise de poids importante au niveau abdominal, des difficultés digestives, une sensation de fatigue après le repas. Et dans ces cas-là, je ne vais pas forcément recommander ce qu'on entend partout sur les réseaux. Par exemple, il m'arrive très souvent de déconseiller les crudités. Ça surprend beaucoup les patientes. Mais chez certaines personnes, les crudités ralentissent encore davantage la digestion et le métabolisme. Donc, au contraire, je vais privilégier des légumes verts cuits, des plats plus digestes, des boissons chaudes, des infusions, pour soutenir le système digestif et relancer le métabolisme. Et finalement, c'est ça la micronutrition. Ce n'est pas appliquer une alimentation parfaite, identique pour tout le monde. C'est comprendre ce dont le corps de cette personne-là a réellement besoin à ce moment précis de son parcours. Idéalement, selon toi, à quel moment du parcours faudrait-il consulter? Avant les premiers rendez-vous AMP, au cours du traitement de la stimulation ou bien après un échec, après un transfert? Et est-ce que c'est trop tard si on est déjà en cours de stimulation? Combien de temps il faut pour que les changements alimentaires ou les compléments aient un vrai impact au niveau biologique? Honnêtement, le meilleur moment pour commencer un accompagnement en micronutrition, c'est le plus tôt que possible. Idéalement, avant même le début du parcours d'assistance médicale à la procréation. Parce que contrairement à certains traitements médicaux qui agissent rapidement, la micronutrition travaille sur le terrain biologique du corps. Et ce terrain-là a besoin d'un peu de temps pour évoluer. Quand on modifie l'alimentation, qu'on corrige certaines carences, qu'on améliore la digestion, le sommeil, l'inflammation, le métabolisme, les cellules ont besoin de temps pour fonctionner différemment. Donc, plus on anticipe, mieux c'est. L'idéal, c'est vraiment d'arriver au début du protocole avec un corps déjà un peu plus équilibré, un peu moins inflammatoire, avec une meilleure énergie générale. Et ce qui est intéressant, c'est que les patientes ressentent souvent les premiers changements assez rapidement. Grâce aux questionnaires médicaux et alimentaires qu'on refait régulièrement, en général toutes les 3 à 4 semaines, on voit déjà des évolutions très concrètes. Une meilleure digestion, moins de fatigue, un sommeil plus réparateur, moins de fringales, une meilleure énergie dans la journée. Et souvent, les patientes elles-mêmes sentent qu'il se passe quelque chose dans leur corps. Après, évidemment, tout dépend aussi de la situation de départ.
Chez certaines personnes, il y a de grosses carences, beaucoup d'inflammation, un stress important, un déséquilibre métabolique. Donc le travail peut demander un peu plus de temps. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et même quand le parcours a déjà démarré, ce n'est pas forcément trop tard non plus. Par exemple, pendant une simulation, on peut encore travailler sur l'énergie, la digestion, le sommeil, l'hydratation, la qualité des apports nutritionnels. Après un échec d'implantation aussi, la micronutrition peut être très intéressante pour refaire un bilan global et essayer de comprendre s'il existe certains déséquilibres qui mériteraient d'être explorés davantage. Mais clairement, si je devais donner un conseil aux couples qui nous écoutent, ce serait: n'attendez pas le dernier moment. Très souvent, les patientes consultent juste avant un transfert ou au moment où elles se sentent déjà épuisées, alors qu'en réalité, tout le travail de préparation en amont peut faire une vraie différence dans la manière dont le corps va traverser le protocole. Et puis, au-delà même de l'assistance médicale à la procréation, ce sont souvent des changements qui améliorent aussi la santé globale, le bien-être et l'énergie du quotidien. Si tu devais retenir quelques leviers vraiment essentiels en micronutrition pour la fertilité, que ce soit pour la qualité ovocitaire, la qualité du sperme ou bien la réceptivité endométriale, qu'est-ce que tu mettrais en avant et qu'est-ce que dit la science aujourd'hui par rapport à la micronutrition et aux nutriments essentiels et qu'est-ce qui relève encore de l'hypothèse? Quand on parle de micronutrition et fertilité, je pense qu'il faut rester très concret. L'idée, ce n'est pas de dire mangez ça et vous serez enceinte. Ce serait faux et ce serait culpabilisant. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la qualité du terrain compte. Et le terrain, c'est quoi? C'est l'inflammation, le stress oxydatif, les carences, le métabolisme, la digestion, la qualité du sommeil. Tout ce qui va influencer la façon dont les cellules fonctionnent. Si je devais retenir quelques grands leviers, je commencerais par les antioxydants. Parce que l'ovocyte et le spermatozoïde sont des cellules très sensibles au stress oxydatif. Donc, on va chercher à protéger les cellules, à améliorer leur environnement avec une alimentation riche en végétaux colorés, en bonnes graisses, en protéines de qualité et parfois avec une supplémentation adaptée. Chez l'homme, les études sur les antioxydants sont intéressantes, même si les preuves restent encore de qualité variable. Le deuxième levier, ce sont les oméga 3. On les retrouve dans les petits poissons gras, certaines huiles comme l'huile de colza, les noix. Ils jouent un rôle important dans l'équilibre inflammatoire, la communication entre les cellules et potentiellement dans la qualité du terrain hormonal. Le troisième levier, c'est la vitamine D. En Martinique, on pourrait penser qu'avec le soleil, tout le monde est bien dosé. Mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et comme la vitamine D intervient dans l'immunité, l'inflammation et plusieurs fonctions liées à la fertilité, ça vaut vraiment le coup de la contrôler. Et puis, il y a tout ce qui concerne le fer, les vitamines du groupe B, le zinc, le sélénium, l'iode. Ce sont de petits éléments, mais ils participent à de grandes fonctions: l'énergie, l'ovulation, la qualité spermatique, la thyroïde, l'équilibre hormonal. Mais vraiment, ce que j'aimerais que les couples retiennent, c'est qu'on ne supplémente pas au hasard. On ne prend pas 10 compléments parce qu'on a vu sur une vidéo sur les réseaux sociaux que c'est bien. On part du profil de la personne, de ses symptômes, de son alimentation, parfois de ses prises de sang, et on construit quelque chose de cohérent. Et sur l'alimentation globale, les études vont plutôt dans le sens d'une alimentation de type méditerranéenne. Beaucoup de végétaux, des légumineuses, des céréales peu transformées, de bonnes graisses, du poisson, moins de produits ultra transformés. Cette approche est associée à de meilleurs marqueurs de santé reproductive dans plusieurs travaux, même si là encore, on reste prudent. Ce n'est pas une garantie de grossesse. Donc, la micronutrition, ce n'est pas booster artificiellement la fertilité,
c'est plutôt aider le corps à fonctionner dans de meilleures conditions, avec moins de carences, moins d'inflammation, une meilleure énergie cellulaire et un terrain plus favorable pour traverser le parcours d'assistance médicale à la procréation. Pour démêler un peu le vrai du faux, peux-tu nous dire, on voit passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, on entend parler du coenzyme Q10, de l'inositol, de la vitamine D, de la DHEA, les régimes anti-inflammatoires, etc. Quelles sont les idées reçues ou les promesses qui te font les plus tiquer et à l'inverse, qu'est-ce qui est aujourd'hui solidement étayé? Quand on parle de compléments alimentaires en fertilité, je pense qu'aujourd'hui, il est très important de réussir à faire le tri dans toutes les informations qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Parce qu'entre le coenzyme Q10, l'inositol, la vitamine D, la DHEA, les cures détox précises, les régimes anti-inflammatoires, les couples finissent parfois complètement perdus. Et honnêtement, je les comprends. Le problème, c'est qu'on donne souvent l'impression qu'il existe le complément miracle qui va régler tous les problèmes de fertilité. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Déjà, un complément alimentaire, ce n'est pas quelque chose qu'on prend au hasard. Même quand c'est naturel, ça reste quelque chose qui agit sur le corps. Donc, ce qui peut être intéressant pour une patiente ne sera pas forcément adapté à une autre. Par exemple, le coenzyme Q10 est beaucoup cité aujourd'hui, notamment autour de la qualité ovocytaire. Et effectivement, il existe des études intéressantes, surtout chez certaines patientes avec une réserve ovarienne diminuée. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent automatiquement en prendre. L'inositol aussi est très connu, surtout chez les patientes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques ou certains troubles métaboliques. Là encore, il y a des données intéressantes, mais on reste dans une approche personnalisée. Pour la vitamine D, c'est pareil. Je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait croire qu'en Martinique, avec le soleil, tout le monde a des taux parfaits. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, il y a un vrai intérêt à corriger une carence, mais idéalement après un bilan. Et puis, il y a certains compléments avec lesquels il faut être encore plus prudent, comme la DHEA. C'est quelque chose qui circule beaucoup sur Internet, notamment chez les patientes avec une faible réserve ovarienne, mais ce n'est pas un complément qu'on devrait prendre seul, sans avis médical. Et honnêtement, ce qui me fait parfois le plus tiquer, ce sont les fameuses détox pré-FIV. Parce qu'avant une FIV, le corps n'a pas besoin d'être privé, fatigué ou mis sous pression avec des régimes extrêmes. Il a surtout besoin d'être nourri correctement, soutenu, reposé, équilibré. Donc, quand je vois des patientes qui arrivent en supprimant tout, en ayant peur de chaque aliment, en suivant des conseils très stricts vus sur Internet, je trouve ça dommage. Parce qu'on rajoute encore du stress à un parcours qui est déjà très lourd émotionnellement. Et finalement, ce que la science soutient le plus aujourd'hui, ce n'est pas l'idée d'un produit miracle. C'est plutôt l'intérêt d'une approche globale. Corriger les carences quand elles existent. Améliorer l'équilibre alimentaire. Réduire l'inflammation. Soutenir le métabolisme. Prendre soin du sommeil, du stress, de la digestion. Et surtout, adapter les conseils au profil du couple. Parce qu'en micronutrition, le but, ce n'est pas de donner le plus de compléments possible. Le but, c'est de comprendre ce dont le corps a réellement besoin à ce moment-là du parcours. Pour les couples ou les personnes qui démarrent leur parcours AMP, quel est le message en micronutrition que tu aimerais leur transmettre dès le départ? Je pense que le message dont on ne parle pas assez en assistance médicale à la procréation, c'est que le corps a besoin de ressources pour traverser un parcours comme celui-là. On parle beaucoup des traitements hormonaux, des rendez-vous, des protocoles, mais finalement, assez peu de la façon dont le corps va supporter tout ça sur le plan métabolique, digestif et énergétique. Et pourtant, quand on commence à regarder de près,
On se rend compte que beaucoup de patientes arrivent déjà très fatiguées avant même le début du protocole. Elles sautent les repas, mangent sur le pouce, dorment mal, ont des troubles digestifs, des fringales importantes, du stress chronique, parfois même des carences qu'elles ne soupçonnent pas du tout. Et ce qui me marque souvent en consultation, c'est que beaucoup pensent que tout ça, c'est normal. Comme si avoir le ventre gonflé après le repas, être épuisé à 16 heures, avoir des envies de sucre permanentes ou une digestion difficile faisait simplement partie de leur quotidien. Alors qu'en réalité, ce sont parfois des signaux intéressants sur le fonctionnement du corps. Et je crois qu'on ne parle pas assez non plus du fait que la micronutrition, ce n'est pas faire un régime. Ce n'est pas retirer le gluten à tout le monde. Ce n'est pas boire des jus verts toute la journée. Et ce n'est surtout pas manger parfaitement. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que ce que je mange soutient réellement mon fonctionnement à moi? Je répète, la question est, est-ce que ce que je mange soutient réellement mon fonctionnement à moi? Parce qu'une alimentation qui semble très saine sur le papier peut parfois ne pas être adaptée au profil métabolique ou digestif d'une personne. Je vous disais tout à l'heure que je vois beaucoup de patientes qui pensent bien faire en mangeant énormément de crudités. Mais chez certaines, ça ralentit encore plus la digestion et c'est ce qui augmente les ballonnements et la fatigue. Et parfois, le simple fait de réintroduire des repas plus chauds, plus digestes avec des légumes cuits, des horaires plus régulières, une meilleure hydratation change déjà énormément leur énergie au quotidien. Donc, s'il y a vraiment un message à retenir, ce serait peut-être celui-ci. Avant de chercher le complément miracle, il faut déjà comprendre comment fonctionne son propre corps. Parce que la micronutrition, au fond, ce n'est pas une liste d'interdits. C'est une façon de redonner au corps ce dont il a besoin pour fonctionner plus efficacement pendant une période où il est énormément sollicité. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations. Et maintenant, pour clôturer, est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aimerais adresser à des personnes qui sont en parcours AMP et qui hésitent à aller faire une séance d'acupuncture? Je crois que la première chose que j'aimerais dire à cette personne, c'est d'arrêter de penser qu'elle doit être parfaite pour avoir le droit d'espérer une grossesse. Parce qu'aujourd'hui, autour de la fertilité, il y a énormément d'informations qui circulent. On voit partout des listes d'aliments interdits, des conseils contradictoires, des routines très strictes. Et au bout d'un moment, certaines patientes finissent par avoir peur de manger. Et ça, ce n'est pas normal. La micronutrition ne devrait jamais devenir une source d'angoisse supplémentaire dans un parcours qui est déjà émotionnellement très lourd. L'objectif, ce n'est pas de contrôler chaque repas ou de culpabiliser au moindre écart. L'objectif, c'est plutôt de comprendre son corps un peu mieux et d'essayer progressivement de lui apporter ce dont il a besoin. Et souvent, ça commence par des choses beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Manger plus régulièrement, mieux s'hydrater, retrouver une digestion plus confortable, avoir un sommeil plus réparateur, réduire les aliments ultra transformés sans tomber dans l'extrême. Ce ne sont pas forcément des changements spectaculaires, mais ce sont souvent des petits ajustements répétés dans le temps qui font la différence dans le ressenti quotidien. Et surtout, j'aimerais vraiment que les couples retiennent que la fertilité ne se joue pas sur un seul aliment, sur un seul complément ou un seul écart. Le corps est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus complexe que ça. Donc, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui en se sentant perdu ou dépassé, je lui dirais simplement, commencez doucement. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Et surtout,
Ne restez pas seul avec toutes ces informations contradictoires. Parfois, être accompagné permet justement de remettre un peu de simplicité, de cohérence et de sérénité dans tout ça. Merci beaucoup à toute l'équipe de Causer AMP Matinique pour cette invitation et pour cet espace de parole autour de sujets qui touchent énormément de couples, mais dont on parle encore parfois avec beaucoup de solitude ou de tabou. J'espère vraiment que cet échange aura permis aux auditeurs de mieux comprendre ce qu'est la micronutrition dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, sans pression, sans culpabilité, mais avec des informations simples, concrètes et accessibles. Et puis, surtout, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Quand on traverse un parcours de fertilité, on peut parfois avoir l'impression que tout devient très technique, très médical, très lourd. Alors, si cet épisode a pu vous aider à y voir un peu plus clair, à vous sentir un peu moins seul, ou simplement vous donner quelques pistes pour prendre soin de vous autrement pendant ce parcours, alors ce sera déjà précieux. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et surtout, pas molly. Même dans les moments difficiles, essayez de garder confiance en vous et en votre parcours. Merci en chai à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Causer AMP Matinique.